Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 30 novembre 2025. On parle aujourd'hui, en fait, surtout d'un thème qui nous tient à cœur à Radio-Québec, sur lequel j'ai commencé à écrire il y a au moins une quinzaine d'années dans les journaux au Québec. C'est l'immigration et c'est ce qui est en train de... en fait, Donald Trump et son département d'État sont en train d'effectuer une petite révolution sur ce sujet-là. On en a parlé quand même pas mal à Radio-Québec dans plusieurs web-journaux. La dernière croisade, Endgame, Alcatraz, Alligator, Alcatraz, etc. Mais il faut comprendre qu'est-ce qui se passe présentement et on va comprendre aussi pourquoi il y a un effet boule de neige et comme on le disait dans le dernier web-journal, pourquoi les autres pays, finalement, on comprenait pas trop pourquoi les autres pays suivaient Trump là-dessus. On a montré des planches qui expliquaient que tous les pays réduisent leur cible d'immigration. Et je veux dire, je sais que j'en parle souvent, mais c'est énorme et j'ai déjà expliqué la raison pour laquelle c'est le sujet le plus important, c'est que sans avoir de cohésion culturelle, on n'a pas de pays. Les frontières ouvertes, on n'a pas de pays, etc. On est en train de se faire remplacer. Et puis, finalement, Trump est en train de régler ça pour de vrai. Ça fait longtemps que les peuples occidentaux sont opposés à l'immigration à des taux historiquement records. 60, 65, 70, 75% des gens veulent soit un arrêt, un gel ou une réduction des seuils d'immigration. Et jamais nos gouvernements nous ont écoutés là-dessus. Il n'y a pas eu aucune démocratie là-dessus. Il n'y a eu aucun référendum sur l'immigration. On nous a imposé ça. On nous a gavés de migrants avec sous tous les prétextes possibles et imaginables. On avait besoin de travailleurs et après ça, c'était le regroupement familial. Puis finalement, c'était l'aide humanitaire et après ça, c'était ouvrir les frontières avec Merkel et Trudeau. Pour, je veux dire, à tous les migrants de la Terre, on leur a construit des maisons, on les a parqués, on les a logés, nourris, éduqués, etc., aux frais de la princesse sans qu'ils ne contribuent d'aucune façon au système de sécurité sociale, détruisant notre tissu social, etc. Ça nous a coûté des milliards de dollars. On est essentiellement endettés au taux actuel. On est essentiellement endettés en raison du coût de l'immigration. Et là, ce sont même les migrants de deuxième génération qui disent il faudrait réduire l'immigration, etc. Et jamais on n'aurait pu imaginer que ça se fasse aussi vite. Or, c'est en train de faire boule de neige. Il y a effectivement un effet domino. Rappelez-vous, dans le web journal L'effet domino, je vous expliquais pourquoi, pourquoi ils essayaient tant, ils essayaient avec autant de force de bloquer les idées de Donald Trump dans les pays autour. J'avais dit qu'ils essayaient d'éviter un effet domino. C'est pour ça qu'ils payaient des influenceurs et les médias. Tu sais, on aurait pu se dire, c'est juste aux États-Unis, ça ne nous impactera pas. Mais pourquoi tous les médias du monde étaient militarisés contre Donald Trump et les influenceurs partout dans le monde étaient retournés comme des crêpes? C'était pour éviter une espèce d'effet domino, un effet boule de neige, on pourrait dire, au Québec. Or, cet effet boule de neige est en train de se produire avec l'immigration et on va aller voir ça plus bas. Tout ça montre évidemment, encore une fois, à ceux qui ne croient pas à l'intelligence et à la patience et aux vertus politiques de Donald Trump, que tout ça a été planifié de très, très, très longue date. Ça a été planifié sur 2, voire sur, entre guillemets, 3 mandats. Si vous comptez le mandat Biden, Trump n'arrête pas de dire qu'il a fait 3 mandats présentement. Il dit « j'ai été 45, 46 et 47 ». C'est de plus en plus clair. Mais tout ça a été planifié de longue date. Et rappelez-vous, quand il a été à la tribune de l'ONU en 2018, disant que le mondialisme était terminé. Et là, j'ai dit, oui, c'est effectivement terminé. Puis là, les gens ne me croyaient pas, disaient, Alexis, comment tu fais pour le savoir? On l'a déjà expliqué, il ne fait pas d'annonce sans que ce soit déjà réglé. Et là, par la suite, rappelez-vous, tant à la fin de son premier mandat que déjà depuis qu'il est arrivé, ce qu'on a expliqué dans le web journal de l'été 2024, en réponse à Pierre Hilard là, sur Trump est contrôlé,
C'est-à-dire que Trump déchirait tous les traités internationaux que les mondialistes avaient pris des décennies à construire. Il renverse complètement le commerce mondial. Tu sais, ça a été l'ouverture des frontières, ça a été ça le commerce, hein, la délocalisation, la mondialisation, ça a été poussé par le commerce. L'ouverture des frontières, les compagnies se sont délocalisées et puis les travailleurs ont été laissés pour compte. Trump fait le contraire, il ferme les frontières et réindustrialise. Il fait le contraire au niveau détruit et aussi déchire tous les traités internationaux. Je vous expliquais ça à l'été 2024. Déchire l'accord de Paris sur le climat. Le climat, ça s'en va nulle part. On l'a vu, c'est-à-dire même à la COP, les pays occidentaux maintenant refusent de respecter leurs engagements et de faire disparaître les énergies fossiles. Donc, tous ces plans de se débarrasser du moteur à essence d'ici 2030-2035, c'est relégué au calendre grec. Maintenant, donc l'accord de Paris, quand Trump a déchiré l'accord de Paris, il y a eu de l'indignation, etc. Mais maintenant, tous les pays suivent. Tous les pays suivent. Et comprenez, c'est terminé. Et même chose ici, Trump déchire l'accord de libre-échange trans-pacifique et renégocie l'ALENA. Trump retire les USA de l'UNESCO. Trump retire les USA de l'Organisation mondiale de la santé et RFK Junior invite les autres pays à sortir les pays de l'Organisation mondiale de la santé. Et vous voyez ici, ça c'est... alors que les nations abandonnent leur objectif climatique, les villes sont de plus... Donc, ce que je veux dire, c'est que on voit maintenant les conséquences de ce qui a été annoncé en 2018 quand il était allé à l'ONU. Et c'est la même chose aussi avec l'immigration, c'est-à-dire que ça a commencé avec la danse du sabre en Arabie Saoudite. Rappelez-vous, c'était quoi? L'entente Trump, il a scellé une alliance Trump-Saoudi. Avant, les Saoudiens étaient plus alignés avec les mondialistes, avec la famille Bush notamment. On le sait, il y a des liens entre la famille Bush, la CIA, le 11 septembre, etc. Trump est allé là-bas, a renversé les alliances. On a expliqué comment Trump a mis en poste Mohammed Ben Salman, qui était je pense que c'est le 7e fils. Normalement, il ne devait jamais accéder au trône. Mais Trump s'est arrangé après des coups de téléphone et on a montré ça dans le web journal, je pense, le discours de Riyad là, sur le discours de Donald d'Arabie. Comment Trump s'était arrangé pour mettre Mohammed Ben Salman, un réformateur. Et là, il a scellé l'alliance avec l'Arabie Saoudite. Et quand il est allé en Arabie Saoudite, je pense en 2017, il est allé leur demander essentiellement mettre un terme au financement du djihadisme, au financement des mosquées wahhabites un petit peu partout dans le monde. Et là, ce qui a mené à la fin de la guerre en Syrie graduellement, là, les fonds et les réseaux de distribution de djihadistes vers la Syrie se sont asséchés graduellement. Partout dans le monde, les cellules dormantes ont perdu leur financement. Si vous vous rappelez, à l'époque de Barack Obama, il y avait des attaques à Allah Akbar là, pratiquement toutes les semaines. Il y en a encore un peu, là, dont celle de Washington aujourd'hui, mais on va voir ça. Là. Et donc, mais ça a commencé là. Ce que vous voyez aujourd'hui avec quand Trump a annoncé dans un tweet qu'il mettait un terme à l'immigration du tiers-monde en raison de l'attaque à Washington qui a coûté la vie à une membre de la garde nationale. Tout ça a commencé et finalement, ça sert leur agenda. Hein. Je veux dire, rappelez-vous, hein, c'est ne jamais toujours se servir d'une bonne crise. Là. Une crise est toujours utile pour faire passer des trucs. Je pense que ça vient de Sun Tzu, d'ailleurs. Mais ce que vous voyez aujourd'hui, le fait que Trump ait déclaré les frères musulmans une organisation terroriste, en fait, c'est pas totalement les frères, parce que c'est ça qu'il a fait, là, c'est de la Maison-Blanche, ça. Designated Terror Organization, Muslim Brotherhood. En fait, c'est pas tous les frères musulmans, je pense qu'il y a des nuances, c'est pas tous les frères musulmans qui sont désignés organisation terroriste, c'est certaines branches, mais c'est un début, c'est comme ça qu'on... Donc, mettre un terme à l'immigration du tiers-monde, désigner les frères musulmans comme organisation terroriste, ça commence ici, ça a commencé ici. L'espèce de reconquête de l'Occident, le moment M, l'heure H, le moment zéro, le ground zero de cette reconquête de l'Occident, ça a été cette négociation avec les Saoudis pour mettre Ben Salman en place et couper le financement du djihadisme. Après ça, ça a mené à son premier mandat
Ça a été continué avec des politiques de construire le mur. Au début, c'était juste construire le mur. Quand c'était ça en 2019, le mur n'était pas complété, puis les gens disaient hey, il avait promis de le compléter, etc. Oui, il fallait que le mur soit ouvert sous Biden pour pouvoir dire Biden ne fait rien, moi je vais vous régler ça. Et là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il règle ça. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont mis dans des avions puis qui sont retournés dans leur pays aux États-Unis présentement. C'est ce dont tout le monde rêve au Canada, en France, en Angleterre, tous les peuples natifs, les Autochtones, là, qui voient leur ville, leur démographie transformée en dans 10 ans. Tu habites à Rouyn-Noranda, là, au Québec, ou à Sherbrooke, la ville de Sherbrooke, ou à, je sais pas, à Sainte-Julie, puis en dedans de 10 ans, tu ne reconnais plus ta ville. C'est comme, tu prends l'autobus, c'est comme... Et donc, c'est ça, il se passe, et tu vois, donc, après ça, il y a eu le mur, et là, maintenant, on est dans les raids du ICE, Immigration and Customs Enforcement. Et c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des pays suivent. On vous a expliqué ça dans le dernier web journal, Le Magicien. Les pays suivent. Et là, donc avant d'y aller avec ça, c'est une politique du département d'État. Et on va voir de quelle façon, c'est pas juste... C'est-à-dire que les États-Unis, au lieu de seulement réguler l'immigration sur leur territoire, dire on va expulser les illégaux, etc., c'est pas juste ça, c'est qu'ils en font... Et c'est ça qui est novateur, c'est ça qui est inusité. Ils font de la surveillance et de l'arrêt de la migration de masse une politique officielle de la politique étrangère américaine. Et c'est comme... On n'aurait jamais cru que ça se rende jusque-là. On aurait toujours pu croire on a toujours cru que ça allait rester une politique intérieure, mais là, ils en font comme une politique étrangère, la surveillance des migrations de masse, parce que la migration de masse est un danger à la sécurité nationale des pays. Vous comprenez? C'est ce qui vient d'être lancé par le département d'État. Et si vous vous rappelez ce qui était la politique étrangère du département d'État, par exemple, sous Obama, c'était les droits LGBTQ, là. C'est-à-dire que l'aide, le USAID qui a été fermé par Trump, l'aide étrangère américaine était conditionnelle aux droits LGBTQ dans les pays. Tu sais, en Afrique, là, ils ne veulent rien savoir des trucs LGBTQ, mais... Le département d'État retenait les fonds tant que l'Afrique, le pays africain X ou Y, ne libéralisait pas ses politiques LGBTQ, etc. Et puis, les opéras transgenres, là, création de rizières neutres, non genrées, des rizières non genrées au Vietnam, là, c'est comme what the fuck. Donc, c'était ça la politique étrangère américaine. C'était à travers le département d'État et le USAID, c'était la réduction de population partout dans le monde, la stérilité, le truc LGBTQ et ou les politiques vertes, carbone neutre, là, qu'ils disent, là. Hein? Ça, encore une fois, ça, c'est en train de disparaître complètement. On est en train de changer de monde complètement, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est passé de cette impulsion hyper gauchiste, progressiste, ça, c'est des bons mots, là. Cette espèce d'impulsion, c'est ça, du département d'État visant à faire la promotion des trucs LGBTQ, verts, etc., toute l'agenda 2030 et tout ça, partout dans le monde, à un département d'État qui dit maintenant qu'ils vont surveiller leurs alliés et les conséquences de l'immigration de masse. On va y aller tout de suite, là, avant de continuer avec Trump, puisque j'ai vu ça cette semaine, j'étais comme... J'en revenais tout simplement pas. Donc, le département d'État, c'est comme l'équivalent du Quai d'Orsay en France. C'est la politique extérieure, la politique étrangère, avec Marco Rubio. Le même Marco Rubio qui avait dit que l'Allemagne était finalement en train de se transformer en tyrannie en raison du sort qu'elle réservait à l'AfD. Il y avait comme 6 politiciens de l'AfD qui avaient été tués juste avant les élections. L'AfD avait comme des poursuites légales, on l'empêchait de ci, on le traitait de fasciste, etc. Un peu comme en Roumanie, là, la démocratie n'est pas vraiment le phare de l'Europe ces temps-ci, mais
tenir leurs alliés responsables. Donc, ici et là, Reuters qui nous dit les États-Unis ordonnent à leurs diplomates. Ça, c'est le département d'État, les diplomates américains. Les États-Unis ordonnent à leurs diplomates de faire pression sur les gouvernements alliés pour qu'ils s'opposent à l'immigration de masse, selon un câble diplomatique. Et là, rappelez-vous ce qu'on expliquait la semaine dernière, comment ça se fait que les pays se transformaient, changeaient leur politique, etc. Vous l'avez là, c'est sorti cette semaine, le 26 novembre, juste après le Web Journal. C'est un câble diplomatique. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que le département d'État dit, pour éviter de me répéter, là? Si vous allez sur le Twitter du département d'État, vous allez avoir ces notices officielles. Le département d'État a sorti une longue série de tweets où il annonce, il énumère la politique, la nouvelle politique du département d'État. Ce ne sont plus la promotion des droits LGBTQ, c'est la restriction de l'immigration de masse, la réduction de l'immigration de masse. Donc, l'immigration de masse constitue une menace existentielle pour la civilisation occidentale et compromettent la stabilité des principaux alliés des États-Unis. C'est une menace à la sécurité nationale. Les couloirs de migration, les vagues de migrants, on les stationne dans les hôtels, etc. Les crimes qu'on voit à répétition partout en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, les viols, les meurtres, etc., c'est une menace à la civilisation occidentale. Aujourd'hui, le département d'État a demandé aux ambassades américaines de faire rapport sur les conséquences des migrations de masse en matière de droits de l'homme et de sécurité publique. Et là, il dit en matière de droits de l'homme et de sécurité publique. Alors là, tu dis, merde, ils sont encore dans le truc des droits de l'homme. Non, c'est renversé, c'est-à-dire que c'est les droits de l'homme et la sécurité publique des citoyens. C'est plus les droits de l'homme des migrants. Les migrants, selon les droits de l'homme, ont le droit de violer toutes les frontières, venir se gaver ici, puis violer nos filles, poignarder nos fils, etc. C'est pas ça. C'est parce que c'était ça, les droits de l'homme. Avant, au nom des droits de l'homme, ils nous ont saccagé nos pays. Ils nous ont fait avaler ça. Là. Et les droits de l'homme, Alexis, qu'est-ce que t'en fais? C'est fuck off. Si tu regardes les conséquences de ça, c'est comme... Là, c'est les droits de l'homme de nous, les citoyens. Là. OK? Ils ont renversé ça. C'est pas les droits de l'homme des migrants, c'est pas le pacte, c'est le contraire du pacte de Marrakech. Le pacte de Marrakech, le pacte de Marrakech consacrait de l'ONU sur les flux migratoires, blablabla. Ça consacrait le droit d'immigrer dans un pays sur pratiquement n'importe quel prétexte. Là, c'est renversé. Et donc, il continue. L'immigration de masse constitue un problème de droits humains. Les pays occidentaux ont subi des vagues de criminalité, des attentats terroristes, des agressions sexuelles et des déplacements de population. Tu sais, comme tu vides des villes, tu te dégages. Comme des villes comme Londres est rendu, il y a seulement un tiers de Londres qui est comme British, là, comme des Blancs britanniques. Le reste, c'est essentiellement des Pakistanais et des Indiens. Les autorités américaines exhortent les gouvernements à prendre des mesures audacieuses et à défendre les citoyens contre les menaces que représentent les migrations de masse. C'est comme genre, j'aurais jamais imaginé lire quelque chose comme ça de ma vie de la part d'un gouvernement. Là. Ça, c'est la politique officielle du département d'État américain. Protéger les citoyens contre les menaces que représentent les migrations de masse. Les rape gangs en Angleterre et tout ça. Les responsables américains vont désormais examiner de près les politiques des pays occidentaux, scrutés à la loupe, là, qui font preuve d'indulgence envers les crimes. Indulgence envers les crimes. C'est-à-dire l'Angleterre, la France, l'Allemagne, le Canada, plus en Europe, là, mais indulgents. Donc, qui font preuve d'indulgence envers les crimes commis par les migrants et les violations des droits de l'homme, des citoyens, ou qui créent des systèmes à deux vitesses privilégiant les migrants au détriment de leurs propres citoyens. Ça donne presque envie de pleurer, ça, parce que c'est non seulement reconnu, s'est reconnu, on considère que c'est un problème, et ils ne font pas que régler le problème aux États-Unis, ils vont faire pression sur les gouvernements alliés pour que les crimes soient reconnus et que les gouvernements écoutent leur population, que tu ne sois pas foutu en prison comme en Angleterre parce que tu es contre l'immigration. Les autorités rendront également compte des politiques qui punissent les citoyens qui s'opposent à la poursuite des migrations de masse.
les citoyens qui s'opposent à la poursuite des migrations de masse et documenteront, les autorités américaines vont documenter les crimes et les violations des droits de l'homme commis par des personnes issues de l'immigration. Ce problème affecte les citoyens des pays occidentaux depuis des années. Tu sais, là, en France, qu'on a arrêté de regarder les statistiques de crimes selon la race, là, ben c'est parce qu'on sait pourquoi. on sait quelles sont les communautés qui sont le plus surreprésentées en prison, etc. etc. OK, donc c'est... OK, on va régler ça ici. J'ai vu sur le site que Benjamin Fulford disait que Trump n'était plus le même, c'était pas le même Trump. Benjamin Fulford, c'est 100% de la désinformation. C'est 100% de la désinformation. OK, c'est ce gars-là est à peu près le gars le moins crédible. Je ne l'ai jamais nommé, jamais cité. Vous me sortez des trucs de Benjamin Fulford à l'occasion régulière. Il ne fait que mentir, inventer n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. Je ne comprends même pas pourquoi les gens... Il n'y a jamais de source. C'est comme juste de la merde. Laissez-moi ça, Benjamin Fulford, OK? Donc voilà, jamais on aura une prise de position aussi claire contre l'immigration de masse. C'est décrit comme un problème de sécurité nationale, pas seulement aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde, et les alliés sont mis sous surveillance. Les autorités américaines vont recenser les crimes commis dans les pays et vont regarder la réponse des gouvernements face à leur population. Imaginez ça. On n'est plus du tout dans Barack Obama, là, right? Les trucs LGBTQ, l'Afrique LGBTQ, etc. Voilà. C'est même pas, en tout cas, c'est même pas de l'idéologie. Barack Obama, là, les trucs LGBTQ là, en politique étrangère, c'était de l'idéologie. Tu veux vraiment, tu veux homosexualiser le monde, faire la promotion de ça partout dans le monde, c'est de l'idéologie. Ça ici, il y a des crimes réels. Il y a des problèmes d'instabilité économique. C'est le plan Cloward-Piven d'effondrement de l'économie des pays par la surcharge des systèmes sociaux. On en a parlé, je pense, dans Endgame ou dans Alligator Alcatraz. On en a beaucoup parlé de ça. Vous êtes maintenant bien éduqués, mais c'est ça. Ça, c'est comme ce qu'on appelle au Québec la cerise sur le sundae. Hein, c'est le caramel, le caramel sur le cornet. C'est comme on n'aurait jamais... Et ils sont allés aussi loin que ça. Donc, Trump, par ailleurs, après cette attaque, donc il y a eu cette semaine, tout ça découle de ce qui s'est passé cette semaine à Washington. Vous savez que Trump a déployé la garde nationale pour sécuriser la ville, mais aussi pour prévenir contre une révolution colorée. Il y avait comme un double aspect à ça. Et là, il y a un tireur... un Afghan qui est venu avec le programme de rapatriation là, des Afghans quand les États-Unis ont quitté l'Afghanistan. Sous Biden, il y en a plein qui sont rentrés dans les avions. Il y en a des dizaines de milliers. Et un parmi eux, mais pas n'importe qui, un parmi eux a ouvert le feu sur la garde nationale à Washington, blessant 2 personnels de la garde nationale, tuant une des personnes. La fille est morte, là, finalement, et Trump a offert ses condoléances. Mais le gars faisait partie de ce qu'on appelle une unité zéro. What were Afghanistan's zero units inside CIA trained force linked to DC shooting? Donc, le gars faisait partie de ce qu'on appelle une unité zéro de la CIA qui commettait des meurtres extrajudiciaires, par exemple. Ouais, c'est comme faisait des trucs illégaux en Afghanistan. C'est comme des meurtres illégaux, genre opérés par la CIA. Donc, c'était un agent. Et là, Mike Flynn a sauté sur l'occasion pour dire que John Brennan était derrière ça, mettre ça sur le dos de John Brennan. Je ne sais pas si c'est le cas exactement. Mais voilà, donc il met ça sur le dos de John Brennan. Et là, ça a donné, et c'est ce qui a finalement ouvert la porte à Trump, qui a permis à Trump, ça prend toujours quelque chose pour... s'il faisait des annonces comme celle-là, sorties de nulle part, évidemment, ça ne passerait pas. S'il avait fait des annonces comme ça, nous allons arrêter l'immigration du tiers-monde, des pays du tiers-monde, s'il avait fait ça en 2017, en 2018, ça n'aurait pas passé. Il avait essayé de bloquer les visas en 2018. Là, il avait bloqué les visas de plusieurs pays comme l'Irak, la Somalie, etc. Parce que, pour des raisons bien claires, parce que les visas qui étaient émis là-bas, il n'y avait pas de façon de vérifier les identités des personnes, etc. On ne savait pas qui rentrait avec ces visas-là. C'était pour la plupart des pays en ruine, genre le Sud-Soudan, l'Érythrée, et puis là, on l'avait traité de raciste, et puis c'était un truc... non, c'est juste que c'est des pays
des pays avec aucune structure étatique solide. Donc, il avait bloqué, mais c'est ça. Là, maintenant, il va beaucoup plus loin. Hein? Donc, fin de l'immigration de masse. Promet de geler l'immigration en provenance des pays du tiers-monde après l'attentat de Washington. Trump menace de suspendre définitivement l'immigration vers les États-Unis en provenance des pays du tiers-monde, nous dit Global. Même chose avec la CBC. Après les attentats de Washington, Trump promet de sévir contre l'immigration en provenance des pays du tiers-monde. Et c'est exactement ce que je disais la semaine dernière quand je montrais le reportage de France 24 sur les Français qu'on expulsait, des Français qui ont du travail ici, qui sont bien intégrés, qui parlent français, qui sont compatibles culturellement. Oui, c'est pas la même chose que l'immigration du tiers-monde. On ne devrait pas prendre l'immigration du tiers-monde, point. Le Québec n'a pas vocation à devenir l'Afrique. Tu sais, c'est comme l'Afrique de l'Amérique du Nord. Tu marches au centre-ville de Montréal, puis c'est l'Afrique de l'Amérique du Nord. C'est comme, on n'est plus, c'est plus l'épopée française, c'est ce que je disais. Donc, toutes les immigrations ne se valent pas. Ça, c'est le concept qui est introduit ici par Trump, c'est que on n'a pas à être aveugle, tu sais, genre multiculturalisme, tout va bien, c'est comme faites-les toutes. C'est une personne, on ne peut pas juger. Non, c'est souvent l'état d'un pays est le reflet des caractéristiques de sa population. Tu vois, c'est ce que dit Matt Walsh de Daily Wire. Matt Walsh dit quand tu regardes un pays, puis tu vois qu'il y a juste de la corruption, puis que ça va mal, puis que c'est comme genre, il n'y a pas de capacité d'organisation, pas de capacité de générer de la richesse, etc., ben, la somme de tout ça, c'est la somme des capacités des citoyens. Tu sais, fait que si tu prends ces citoyens-là, qui sont incapables de gérer, qui sont corrompus, tu sais, puis tu les amènes ici, ben, tu vas juste reproduire le même système ici. Et on veut pas ça. Tu sais. Et donc, mais c'est ça. Finalement, ce que le verre qui est introduit ici dans la pomme, c'est l'idée que toutes les immigrations ne se valent pas et qu'on peut être très, très, très sélectif. Donc, c'est ça, il dit ici. Ici, il répète que le président a le pouvoir de faire ça, loi sur l'immigration et la nationalité, parce que les médias sont toujours en train de lui dire qu'il n'a pas le droit, qu'il est un dictateur, etc. Donc, il faut toujours qu'il cite les éléments de droit. Donc, lorsque le président constate que l'entrée d'étrangers ou d'une catégorie d'étrangers aux États-Unis serait préjudiciable aux intérêts des États-Unis, il peut, par proclamation et pour la période qu'il juge nécessaire, suspendre l'entrée de tous les étrangers ou d'une catégorie d'étrangers en tant qu'immigrants ou non-immigrants ou imposer l'entrée des étrangers, toute restriction qu'il juge appropriée. Voilà. Et il y a eu beaucoup plus que ça, en fait. Il y a eu, il a retweeté des statistiques ici montrant qu'on est rendu à une personne sur 6 aux États-Unis est née à l'étranger. C'est une personne sur 6, et ça n'arrête pas d'augmenter. Éventuellement, ça va être une personne sur 5, une personne sur 4, une personne sur 3, une personne sur 2. À partir du moment où tu as comme une personne sur 4, une personne sur 3, une personne sur 2 qui est née à l'étranger, tu n'as plus de pays essentiellement. Là. Il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus de continuité culturelle, il n'y a plus rien. Ça devient juste un lopin. C'est ça que les mondialistes veulent. Tu deviens juste un lopin. Le Canada post-national qu'on nous disait, là, au-delà des nations, au-delà des identités, là, c'est un lopin de terre avec des supermarchés, des grandes surfaces, là, de la consommation, des personnes indifférenciables, je veux dire, remplaçables, interchangeables, etc., etc. Et donc, il est en train de combattre tout ça. Et voyez, il a aussi dit, ça c'est un décret qu'il a... je vous montre en premier ça. Il a parlé des journalistes européens en disant que, en critiquant encore une fois l'Europe sur l'immigration, vous êtes en train de perdre vos pays, etc. Votre culture est en train d'être détruite. C'est à cause de vos politiciens que vous êtes dans la merde. Et c'est pas tous les politiciens européens qui sont embarqués là-dedans. Il parlait justement de Viktor Orban. But you're allowing it to happen to your countries. And you got to stop this horrible invasion that's happening to Europe. Vous laissez ça arriver dans vos pays. Vous devez arrêter cette invasion que vous laissez rentrer en Europe. Il parle littéralement d'une invasion. Countries in Europe. Some people, some leaders have not let it happen. And they're not getting the proper credit they should. I could name them to you right now.
Ouais. Et donc, il a aussi, par le fait même, c'est graduel, on va voir ça de plus en plus, là. Il a suspendu la protection des Somaliens aux États-Unis pour différentes raisons, des raisons de corruption, de fraude, etc. Et il a justement rappelé dans un tweet, je ne sais pas si c'est celui-là ici. Non, c'est pas celui-là. Il a rappelé dans un tweet justement que Ilhan Omar, la représentante au Congrès, Ilhan Omar pour le Minnesota, les Somaliens aux États-Unis sont surtout concentrés dans le Minnesota. L'État de Tim Walz, c'est ça? Ou Tim Walz, je ne me rappelle plus son nom, le vice-président, le colistier de Kamala Harris. Ils sont là et il y a des problèmes énormes de fraude, de fraude électorale, de fraude à la citoyenneté. Et il l'a rappelé dans un de ses tweets, il a dit Ilhan Omar, qui a peut-être même marié son frère pour lui donner la citoyenneté, ce qui est illégal aux États-Unis, dit-il, il la pointe du doigt. Tout le monde sait qu'elle a marié son frère. C'était son frère. Elle fait semblant que c'était son mari, mais c'était son frère pour lui donner ses papiers, etc. Et il y a plein de trucs comme ça avec la communauté somalienne, des espèces d'arrangements tribaux, etc., de la petite fraude. C'est ce que Matt Walsh disait, hein, c'est-à-dire qu'ils reproduisent ici ce à quoi ils sont habitués dans leur pays. Et donc, Trump qui suspend l'immigration, qui suspend la protection des Somaliens, ce qui va mener à des expulsions, etc. Et donc, vous voyez ici, il y a 42,8% des Somaliens qui sont sur l'assistance sociale. C'est un Somalien sur deux. Ça nous rappelle les chiffres un peu partout là, dans l'Occident, et c'est nous qui payons ça. Et donc, il n'y a pas que... Il n'y a pas que ça. Donc, tout ça suite à la fusillade de Washington, ce qui lui permet qui lui donne la légitimité d'opérer comme ça. Mais je vous donne des chiffres ici. Immigration massive en Allemagne coûtera aux contribuables jusqu'à 19 000, jusqu'à 20 000 milliards de dollars, prévient un éminent expert universitaire. 20 000 milliards, c'est 20 trilliards. Hein? Parce qu'ils sont pour beaucoup sur la sécurité sociale et c'est nous qui payons ça. Ce déficit de durabilité atteindra la somme colossale de 19,200 milliards, pas 19 milliards, 19 000 milliards d'euros si l'Allemagne continue à accueillir 300 000 étrangers par an, selon le professeur. Comme il souligne dans son étude, le processus d'intégration est extrêmement long pour la plupart des étrangers et pendant cette période, leurs revenus sont faibles, voire inexistants. Il en résulte un décalage important dans leur contribution au système social. Même ceux qui trouvent un emploi ont souvent des revenus bien inférieurs, parfois même inférieurs au point de devoir encore bénéficier d'aide sociale, ce qui représente une charge considérable pour le système de protection sociale allemand. Pourtant, déjà conséquent, on a montré les chiffres au Canada avec The Effect of Mass Migration on Canadian Living Standards, l'étude, le livre de du Fraser Institute qui arrivait à des conclusions similaires. Et ça, c'est juste, encore une fois, c'est sans compter les problèmes liés au tissu social, l'insécurité, etc. C'est purement économique, ça. C'est juste pour les gens qui n'ont aucune conception là, de cohésion nationale, sociale, c'est juste économique, là. Et ici, finalement, oui, donc, quand je disais effet domino en début de Web Journal, vous voyez ici François Legault, notre premier ministre québécois, conséquence de l'immigration sur le système éducatif québécois. Et il a partagé aussi d'autres liens comme celui-là. Abandon du français, pression islamiste, coûts exorbitants, le rapport choc qui révèle les conséquences de l'immigration pour le système éducatif français. Ça, on ne parle même pas d'économie, là. Donc, c'est une pression autant pour le système éducatif français que pour le système éducatif québécois. Et là, on ne parle même pas d'économie, on parle juste d'intégration, on parle de baisse du niveau dans les classes. Quand tu as comme, dans une classe, quand tu as, ouais, c'est ça, comme les 4/5e de la classe qui sont issus de l'immigration, qui ont un français comme moyen, et puis qui sont issus de cultures qui ne sont pas compatibles, qui n'ont pas les mêmes, c'est ça, on ne parlera pas de quotient intellectuel, on n'ira pas là aujourd'hui, là, mais c'est comme, ça tire la classe vers le bas. Problème de et là, tu tires tout le monde vers le bas. C'est ça, c'est que tu tires tout le monde ça tire tout le monde vers l'immigration du tiers-monde, tire tout le monde vers le bas, tire les pays vers le bas. Et c'est ce que Charlie Kirk disait ici, en parlant en particulier de l'islam. Il dit, Charlie Kirk, il n'y a pas un seul pays occidental
où l'arrivée et la présence de l'islam a amélioré les choses, a rendu l'endroit plus agréable à vivre. Et ça c'est Général Flynn qui retweet. Hein? Charlie Kirk, l'intelligence de Charlie Kirk et son élocution, son éloquence sur les points sensibles, là, il dit « I cannot see a single Western country that become more Islamic and has become better place to live. » Il n'y a aucun pays occidental qui s'est islamisé, où les musulmans sont, où c'est devenu un meilleur endroit pour vivre. Il n'y a aucun avantage à ça. Il n'y a aucun avantage. Aucun avantage. Et ce sont même les immigrants de première et deuxième génération, ceux qui sont arrivés dans les années 70, 80, 90, qui le disent. Il y a trop d'immigrants, il faut fermer les frontières. Répression de l'immigration. Un nouveau sondage Omni révèle que les nouveaux arrivants souhaitent que le Canada admette moins d'immigrants. Moins d'immigrants même. Tout le monde, c'est tout le monde. Il y a un consensus, là, on est plein. Tu sais. Et là, c'est encore une fois Général Flynn qui nous partage ces vidéos qui montrent, par exemple, que les imams disent que c'est correct, c'est pas un crime, c'est pas... c'est légal de faire l'amour avec une petite fille de 9 ans si elle est capable de tomber enceinte, tu sais, genre si elle a ses règles ou quelque chose. 9 ans, tu sais, 9 ans. Et donc, ici, Trump déclare à Just the News, John Solomon, qu'il désignera les frères musulmans comme une organisation terroriste, encore une fois. Encore une fois, ça aussi, il y a des conséquences à ça absolument incroyables. C'est comme la volte-face du département d'État sur l'immigration. Ici, la Maison-Blanche, le président Trump est securing America's Muslim Brotherhood's Transnational Network. Et donc, les frères musulmans certaines sections ont été déclarées organisations terroristes, d'autres sont comme en suspens, je pense. Mais ce qui est, encore une fois, tout ça va dans le sens du démantèlement du USAID. Voyez, au-delà de juste le truc, le frères musulmans, on a expliqué en long et en large dans les web journaux de quelle façon les agences de renseignement occidentaux ont créé de toutes pièces ou ont favorisé à tout le moins l'émergence de l'islam radical pour s'en servir comme des outils. L'État islamique, entre autres, c'est une création conjointe CIA, MI6, Mossad pour déstabiliser la région, etc., morceler les pays, l'Irak, la Syrie, créer le bordel et permettre peut-être l'émergence du Grand Israël, mais finalement, ça s'est retourné contre leur créateur. Aux États-Unis, c'était John McCain, je pense, l'agent de liaison avec l'État islamique. Mais c'est ça, c'est qu'au-delà de la réduction des effectifs de la CIA, Mike Flynn qui pointe la CIA pour dire on devrait démanteler, au-delà de la réduction des effectifs de la CIA, la réduction, la terminaison complète du USAID et des révolutions colorées, etc., l'organe de révolution colorée des États-Unis, là maintenant, c'est les mouvements Antifa qui a été déclaré organisation criminelle et les frères musulmans, c'est-à-dire c'est tous les agents de l'État profond, tu sais, des agences de renseignement, ceux qui opèrent en sous-main, les auxiliaires des agences de renseignement, tu sais, comme les unités zéro de la CIA en Afghanistan. C'est toute cette nébuleuse qui est démantelée présentement. Et donc, c'est plus que juste, tu sais, on va réduire le nombre de mosquées, les frères musulmans, on va s'attaquer au financement des frères musulmans. Non. En s'attaquant aux frères musulmans, ils s'attaquent aux supplétifs de la CIA, aux supplétifs du MI6, aux supplétifs, aux liens entre... C'est-à-dire que ça devient, par exemple, quand si le MI6 anglais a l'intention d'utiliser ses contacts dans les frères musulmans pour créer une opération à quelque part, bien, ça devient beaucoup plus compliqué parce que les frères musulmans sont maintenant une organisation terroriste. Vous comprenez? Donc, les agences de renseignement occidentaux vont comme prendre du recul. Vous comprenez? C'est pas juste une question d'islam, c'est une question d'agences de renseignement occidentales qui ont tout fait pour augmenter, favoriser l'islam radical et les faire rentrer ici, créer de l'insécurité pour créer un système de contrôle. Ça a toujours été ça. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises, j'espère que vous vous en rappelez. Okay? Donc, quand Trump fait ça, c'est pas juste l'islam, c'est ce qui est visé, c'est aussi la CIA, le MI6 et le Mossad. OK? Voilà. Donc, ça bouge beaucoup. Oui, ça c'est un autre ici. Chute du français, redoublement, un rapport choc révèle les conséquences de l'immigration sur l'école.
Je ne sais pas si on devrait parler du quotient intellectuel des pays qu'on fait rentrer ici. Là, y en a qui le font. Il y en a qui le font. Je ne sais pas si je vais aller jusque-là. Euh, tous les pays n'ont pas le même quotient intellectuel, on s'entend là. C'est comme tu fais rentrer des Chinois. Les Chinois ont comme généralement pas beaucoup de testostérone, mais ont un très fort quotient intellectuel, s'adaptent très rapidement. Ils vont même aller jusqu'à prendre des noms occidentaux comme John quelque chose, là, John Lee ou genre, etc., etc. Ils prennent, ils s'occidentalisent. Ils gardent leur culture, mais ils ont une interface. Ça se passe généralement bien, les Asiatiques. D'autres cultures, un peu moins bien. Il y a des cultures qui tirent par le bas, il y a des cultures qui... je pense que le général de Gaulle disait quelque chose comme ça aussi. On juge une culture à ses fruits. Quand les fruits avec une culture, quand on fait rentrer des personnes dans une culture puis les fruits sont pas bons, on ne devrait pas continuer aveuglément à faire rentrer des gens de cette culture-là. OK? Si vous avez la citation exacte du général de Gaulle. Là. En fait, il y a quelqu'un qui dit le QI n'est pas très fort au Québec. On a l'impression que le QI n'est pas très fort au Québec, mais je pense qu'on a un des... Bizarrement, j'ai vu un truc récemment qui disait qu'on avait, comme on avait le plus haut QI au Canada. On avait 104 de QI au Québec, puis qu'ailleurs, c'était tout... en Ontario, c'était 102. La moyenne, c'est 100. Là. Tu sais, je veux dire, faut pas trop se déprécier non plus, là. Il y a du génie au Québec, là. Avec la COVID, on a eu cette impression-là que tout le monde était des hosties de morons, qu'on était des... on n'était pas très intelligents, puis on faisait juste suivre le gouvernement, etc. Des facteurs culturels pour ça, probablement. Mais regardez, il y a quand même, on a du cinéma, on a des créateurs, on a beaucoup plus, par exemple, que dans le reste du Canada. Notre capacité créative est beaucoup plus forte que dans le reste du Canada. On a fait la baie James avec les barrages, on a des trucs comme Bombardier, on a eu des ingénieurs, on a eu des penseurs, il y a eu plein de trucs au Québec. On n'est pas si demeuré que ça, là, quand même. Là. Allons-y. Là. OK? Je mise toujours sur l'intelligence de mon public. Ça paraît pas, ils disent. Avec la COVID, on a l'impression que c'était pas exactement ça, mais il y a du génie au Québec. C'est pas toujours la famille Untel qu'on retrouve chez le Walmart ou au McDo de telle ville. Tout ça pour dire que c'est comme ça, tous les pays ont ces gens, ont leurs gens ordinaires qui se préoccupent pas trop de politique, puis qui pensent pas trop, puis qui veulent juste vivre leur vie. Puis ont aussi des penseurs, puis des gens qui ont comme des aspirations créatives, etc. Il y a ça dans tous les pays, de toute façon. En tout cas, tout ça pour dire, c'est ça, que l'immigration est en train de changer complètement. La vision sur l'immigration est en train de changer complètement. Imaginez que tu es au Québec ou en France, puis tu regardes t'es un diplomate, puis tu regardes les tweets du département d'État américain, que tu reçois ton câble diplomatique qui dit les États-Unis vont maintenant surveiller les crimes. L'ambassade française aux États-Unis, les ambassades anglaises, etc., ils ont reçu les câbles diplomatiques du département d'État. Voici la nouvelle politique étrangère américaine. Ils retournent avec ça à la maison. Là, c'est comme, tu sais que tu es surveillé, tu sais que c'est plus bar open là, avec l'immigration. Et le bullying des citoyens qui s'opposent à ça, c'est plus du tout ça. Il y a espoir, là, tu sais. Et même au Québec, comme je disais, je montrais les tweets de François Legault qui embarquait là-dedans. Je vous ai montré le Parti québécois qui parlait d'immigration. J'avais dit que j'allais voter pour le PQ pour ça. Ici, fin des locaux de prière et le voile intégral. Donc, le ministre Roberge qui dit que, je pense que c'est le ministre de l'Éducation, qui dit que le voile intégral, la burqa ne sera plus accepté à l'université et les locaux de prière non plus ne seront plus acceptés à l'université. Encore une fois, ça, c'est mettre un pansement sur une plaie ouverte, un plaster sur une plaie ouverte, parce que la laïcité ne fonctionne pas nulle part. Laïcité au Québec, on essaie de copier la France sur la laïcité. Des fois, on regarde ce qui se passe en France, puis on voudrait être comme les Français d'Amérique, et puis on dit, ouais, la laïcité, c'est notre truc. Sauf que ça ne fonctionne pas en France. Il y a 2 semaines, on voyait ce sondage en France. L'islam radical gagne du terrain en France. Hein? Donc, c'est un sondage
En tout cas, c'est un sondage, c'est publié dans le Figaro. 59% des 15 à 24 ans souhaitent l'application de la charia. 60%. La majorité des jeunes Français issus du Maghreb là, veulent la charia. 60%. Tu rentres dans une classe, là, puis tu as comme, genre, mettons, comme 20 Maghrébins. Puis il y en a 12 là-dedans qui c'est comme d'origine maghrébine. Là, 12 là-dedans qui sont pour la charia. Tu sais, Allah Akbar, là. Et donc, c'est ça. Vous voyez ici, donc, le sondage, c'était il y a 2-3 semaines. Application de la charia, le pourcentage de musulmans qui estiment que la loi islamique devrait être appliquée dans les pays non musulmans. Ça, c'est en France. Donc, ensemble des musulmans, c'est 46%, c'est-à-dire un musulman sur deux. Un musulman sur deux qui pense que, c'est-à-dire que ce que Mathieu Bock-Côté ici appelle les islamistes. Là, puis là, tout le monde à TVA, il faisait la distinction là, quand on a eu ce débat sur le voile à l'université et tout, là, avec Abdel, comment elle s'appelle, je ne me rappelle plus la fille, là. Je ne me rappelle plus son nom. Puis là, tu mets tous les musulmans dans le même pot. Et puis là Mathieu était non, Mathieu Bock-Côté, que les Français connaissent, il disait non, il faut, moi, je sépare les islamistes des musulmans. Moi, je sépare les islamistes des musulmans. Oui, OK. Puis là, on essaie de nous expliquer que les islamistes, c'est un petit pourcentage des musulmans. C'est fucking la moitié. C'est la moitié. La moitié. Ça baisse à 35-38% pour ceux qui sont au-delà de 60 ans, tu sais, dans la cinquantaine, soixantaine. Les plus vieux sont peut-être plus sages. Ils ont connu ça dans leur pays. Ils ne veulent pas nécessairement ça. Mais ça ne tombe pas de beaucoup. Il y en a quand même 38-40%, 35-40% qui veulent la charia, asti. Tu es assis dans l'autobus, là, puis tu regardes autour de toi, puis là, tu te dis, il y en a comme 1 sur 2 qui veut la charia ici, là. C'est-à-dire qu'il y a un musulman sur 2 qui est un islamiste, essentiellement. Si tu veux la charia, tu es un islamiste, c'est ça? C'est 1 sur 2. Donc, il y en a d'autres, des sondages, là. En tout cas, tout ça pour dire, en France, la tentation islamiste gagne du terrain dans la jeune génération. Tout ça pour dire que la laïcité n'a rien fait. La laïcité, on l'a expliqué à plusieurs reprises à Radio-Québec, la laïcité, c'est juste l'espèce d'entre-deux où est-ce qu'on se débarrasse du christianisme et l'islam rentre. C'est juste ça. C'est comme l'espèce de vide. Et les seuls endroits où l'islam ne progresse pas, c'est les endroits où il y a pas de laïcité, c'est-à-dire en Hongrie, en Pologne, les gens qui gardent leurs racines. C'est pas compliqué. Soit on garde notre racine, nos racines, soit on s'islamise. C'est mathématique. C'est mathématique. Par la démographie, c'est mathématique. Soit on arrête, il faut commencer par arrêter l'immigration du tiers-monde. On peut arrêter l'immigration islamique ça va être une pierre deux coups, là, mais c'est. Et puis, il faut des politiques natalistes. Il y a pas puis garder nos origines. Arrêter d'enlever les crucifix à gauche et à droite, c'est comme. Parce que la laïcité va éventuellement conduire à enlever la croix sur le Mont-Royal à Montréal. Il y a une croix sur le Mont-Royal. Tu sais, le Québec, l'Amérique française a été découvert par des chrétiens. Ils sont arrivés, ils ont planté des croix. Fait que c'est comme... le logiciel, c'est ça. Ça a été des nonnes, puis ça a été des couvents, des hôpitaux, même les écoles étaient gérées par le clergé pendant longtemps. Oui, on dit ils ont eu trop de pouvoir, etc. Puis c'est bien que la société soit devenue un petit peu plus séculière, comme on peut être une société séculière sans être une société laïque. Il faut faire la distinction entre laïque et séculier. Tu sais, par exemple, la Pologne c'est pas une théocratie. La Pologne, la Hongrie, c'est pas une théocratie. Là. C'est un pays séculier avec des élections, puis un système démocratique. Là, je prends ces deux pays-là. Là. Ce sont des pays séculiers, mais ce ne sont pas des pays laïques. Est-ce qu'on peut faire la distinction entre séculier et laïque? Par exemple, le Japon, c'est un pays séculier. C'est pas les prêtres Shinto là, qui gèrent le Japon. Là. Il y a des élections, mais ce n'est pas un pays laïque. Ils veulent garder leur identité. Donc, moi, je suis pour un pays séculier, mais je suis contre un pays laïque. Un pays laïque, ça fait juste rentrer l'islam, et ça n'a absolument aucune incidence sur l'islamisation. Ils s'en fichent complètement. Ils savent que le temps est avec eux. Je vous montre le clip de la fille qui a fait le tour pas mal des réseaux sociaux, qui dit « Vous allez nous accepter comme on est, point ». C'est comme ça un petit peu partout dans le monde. Hein?
Puisqu'ils ont accepté qu'on soit dans ce pays-là, ils vont accepter nos valeurs, ils vont accepter nos envies, tout ce qui nous appartient. What? Say that again? Puisqu'ils ont accepté qu'on soit dans ce pays-là, ils vont accepter nos valeurs, ils vont accepter nos envies, tout ce qui nous appartient. Ouais. Sure, babe. Okay. Et donc, c'est ça. Pensez à toutes nos villes qui sont... c'est toutes des noms de saints, Sainte-Julie, Sainte-Hyacinthe, etc. La laïcité, à terme, va nous amener à changer le nom des villes. Quand Sainte-Julie va être à 60% musulmans, ben, ça va être comme Dearborn, Michigan. Le conseil municipal va voter le changement du nom de la ville. On va tout perdre notre histoire. La laïcité, c'est ça. Ils ne sont pas capables de défendre notre culture et notre identité. Il n'y a pas juste ça. Il y a comme... ici, il y a Mandana Javan, qui est une Iranienne, une Québécoise d'origine iranienne, qui est bien contente d'être ici et qui, justement, qui fait partie de ce pourcentage de personnes de culture musulmane, mais qui dit, genre, on a fui ça chez nous et là, on retrouve ça ici. Elle explique très bien les 3 phases de l'intégration musulmane dans les pays occidentaux. Les phases de conquête islamique. Au début, ils vont être très minoritaires. La place, ils vont appeler Dar al-Kufr, la terre des mécréants, le ventre des femmes. Et c'est comme ça que les femmes, ils contribuent à la conquête islamiste. À un moment donné, il arrive à une étape qu'on appelle Dar al-Ahd, le terre de contre. On a assez de alliés et on a assez de influence pour commencer à revendiquer. Donc, il y a une promesse pour l'avenir, pour que cette terre-là devienne une terre d'islam. Le 3e étape, parce que c'est toujours dans le temps et c'est par la démographie. Là, on est dans les rues, on fait un peu ce qu'on voit depuis le 7 octobre. Puis là, on est dans la phase de Dar al-Harb, ça veut dire la terre de guerre. Là, c'est le temps pour la confrontation. Et c'est le temps de confrontation directe pour arriver puis nous imposer pour avoir le pouvoir politique. Il veut pas convertir tout le monde, hein, parce que les non-musulmans, ils vont payer plus de taxes selon le relativisme juridique de l'islam. Et la dernière... Et donc, mais heureusement, elle avait un dernier point que j'aurais dû laisser, là, mais heureusement... Donald Trump change l'ère du temps, change complètement le paradigme en termes d'immigration et on va peut-être échapper à ça si on est vigilant et si on tient nos politiciens responsables et si on exige que l'immigration et l'arrêt de l'immigration soient une composante essentielle de la politique. Qu'on se robotise et de toute façon qu'il y ait moins d'immigration, ça va juste faire monter les salaires, c'est bon pour les familles, etc., etc. C'est comme... Mais en tout cas, tout ça pour dire que ce qu'on est en train de voir avec le changement de politique étrangère, avec Trump, etc., sur l'immigration, c'est la fin de ce système-là qui a été utilisé pour détruire l'Occident. Trump, littéralement, sauve l'Occident. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas quand j'utilise le terme sauveur. On va utiliser plutôt le terme catéchon, celui qui repousse l'Antéchrist ou l'Apocalypse, celui qui repousse, il y en a eu pas juste un, probablement plusieurs qui repoussent la dégénérescence, l'Apocalypse, etc. Puis c'est ça qu'on voit présentement. Et on va y aller avec une petite pointe aussi envers ceux qui continuent à dire Trump est contrôlé par Israël. Alors, on nous dit, j'ai fait plusieurs webjournaux sur les théoriciens du complot juif mondial en PLS. J'adore PLS maintenant, je vais l'utiliser tout le temps. Et on nous dit, j'ai fait plusieurs webjournaux sur l'immigration, et là, les gens disent « Oui, Alexis, tu dénonces l'islam, etc., et tu dénonces l'immigration, mais tu ne pointes jamais du doigt ceux qui organisent les réseaux et tout ça. » Et puis là, il y a des commentaires qui disent « Ouais, c'est les Juifs qui organisent les réseaux et tout ça, et qui sont pour l'immigration de masse, etc. » Et c'est vrai, même Charlie Kirk l'avait admis, qu'il y avait beaucoup de donateurs juifs qui étaient comme... surreprésentés dans l'organisation des politiques d'extrême gauche et LGBTQ et même la pornographie et l'immigration de masse, etc. Tous les trucs qui mènent à la dégénérescence d'une civilisation. Évidemment,
Il y en a beaucoup qui l'ont admis. Je me rappelle plus, j'ai vu une vidéo elle s'appelait Lerner, je pense qu'elle était à Stockholm. Elle disait, oui, les Juifs vont organiser ça, l'immigration de masse, etc. Mais oui, c'est pas tout. Il y a évidemment des Juifs qui sont contre ça aussi, là, qui sont comme qui en ont soupé de l'immigration puis qui en veulent plus, etc. Donc, c'est pas un monobloc. Mais ce à quoi je voulais arriver finalement, c'est aux personnes qui, comme Pierre Hillard, disent que Trump est contrôlé par les Lubavitch. Comment pouvez-vous continuer à faire rentrer le carré dans le cercle, là, c'est comme là, vous êtes, en nous faisant croire que ce sont d'une part les Juifs qui organisent, ou le sionisme mondial, je ne sais pas comment vous appelez ça, qui organise l'immigration contre les pays occidentaux et que Trump est contrôlé par les mêmes, mais que Trump, là, tout d'un coup, Trump se retourne et fait le contraire. Et donc, est-ce que c'est un changement dans la politique juive? C'est sioniste mondial ou je ne sais pas trop. Vous comprenez ce que je veux dire? Encore une fois, ça ne tient pas la route. Si ça a été une politique d'une certaine mouvance juive, par exemple, d'irriguer les pays occidentaux avec un flot d'immigration continu afin de diluer il y a plusieurs, comme les réseaux Soros, etc. Il y a plusieurs sources, là, mais en utilisant notamment l'humanisme français, l'humanisme, notre bonté contre nous. Hein? S'ils ont utilisé s'ils nous ont fait entrer dans ce qu'on appelle l'ère des migrations militarisées, rappelez-vous le terme que j'ai utilisé, weaponized migration, contre les pays occidentaux, eh bien là, Trump met un terme à ça. Et donc, comment peut-on continuer à affirmer que Trump, qui bloque ce système-là, est contrôlé par les mêmes que ceux qui l'ont mis en place, là? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne tient pas la route, encore une fois. C'est une xème preuve que Trump, contrôlé par Israël, c'est de la merde. Sans compter le fait que ceux qui nous disent, encore une fois, que Trump est contrôlé, mais que ceux qui contrôlent Trump sont aussi ceux qui contrôlent les flux migratoires. Ils nous disent aussi que, par exemple, tous les journalistes, la plupart des journalistes sont des Juifs aux États-Unis, sont des Juifs, etc. Et ces mêmes journalistes-là, là, 1, 2, 3, tous ceux-là ont passé les 10 dernières années à essayer de faire destituer Donald Trump. Ils ont tout mis le paquet, mensonges et fabrication de preuves avec le truc sur la Russie, collision avec la Russie, etc., pour tenter de le déstabiliser. Les mêmes qui organisent l'immigration se font mettre le nez dans le caca présentement parce que Trump change complètement cette politique-là. Donc, je voulais juste, encore une fois, mettre mon petit grain de sel là-dessus. C'est une xème preuve que cette théorie de Trump est contrôlée par les sionistes ne tient pas la route. Si les sionistes créent l'immigration, produisent l'immigration de masse, puis Trump renverse cette politique-là, c'est la preuve qu'il fait le contraire de ce qui est voulu par le camp d'en face. OK. D'autres nouvelles, OK, rapidement comme ça. Sur la question du AutoPen, Trump qui vient d'annuler tous les ordres exécutifs signés par Biden avec la signature automatique, le AutoPen. Donc, c'est intéressant ça, c'est-à-dire que c'est une façon, si tu contrôles la présidence de Biden à travers un programme de continuité de gouvernement, ben, tu t'arranges pour que Biden, tu lui fais signer des décrets qui seront facilement annulables. Ce que je veux dire, c'est que ça s'insère très bien dans une conception de la continuité de gouvernement. C'est-à-dire, tu t'arranges pour que ce ne soit pas Biden qui signe. Tu fais signer ça avec un AutoPen, un stylo automatique, une signature automatique. Puis après ça, tu dis qui contrôle le AutoPen? C'est pas Biden qui contrôle le AutoPen et tu invalides toutes les décisions de Biden, tous les ordres exécutifs, les décrets de Biden qui ont été signés par AutoPen. Donc, c'est une excellente stratégie dans un programme de continuité de gouvernement. Donald Trump dit qu'il révoque tous les documents signés par Joe Biden avec un AutoPen. Et là, la question, c'est qu'est-ce qui se passe avec les pardons? Trump dit dans son tweet, finalement que même les pardons sont nuls et non avenus. Sauf que si vous lisez les nouvelles disent, je veux dire, plusieurs sites de nouvelles comme PBS et d'autres disent vérification des faits concernant l'affirmation de Trump selon laquelle les grâces accordées par Biden sont nulles, car il aurait utilisé un stylo automatique. Finalement,
L'article dit qu'elles ne peuvent pas être invalidées sur la base de la signature elle-même. C'est-à-dire qu'un président n'a même pas besoin, il cite des articles de loi, disant que pour accorder un pardon, le président peut faire ça même de façon orale. Il n'y a pas besoin d'avoir une signature. Il peut juste dire sa pensée et puis telle personne est pardonnée. Et puis tant que c'est enregistré à quelque part, la personne est effectivement pardonnée et c'est irrévocable. Donc, là maintenant, la seule façon de montrer que, de révoquer les pardons, ça serait de montrer que Biden n'a jamais dit ça, point, et que c'est une personne complètement extérieure qui a dit ça. Mais pour l'instant, la Constitution donne raison à ces articles de journaux. Le fait d'avoir utilisé un auto-pen, ça n'invalide pas les pardons. Ce qui pourrait invalider les pardons, c'est si Biden n'a été nulle part près de la prise de décision concernant le pardon, mais pas juste le fait d'avoir utilisé un autopen. Et donc, encore une fois, c'est peut-être un truc de relations publiques. On continue à montrer que Joe Biden, c'était pas une présidence légitime, etc. C'est des relations publiques, mais pour l'instant, il ne va rien se passer avec les pardons. Voilà. Après ça, on va terminer avec le Venezuela, rapidement comme ça. Donc, les États-Unis désignent un prétendu cartel vénézuélien comme organisation terroriste. C'est le cartel qu'il lie à Maduro. Maduro qui serait à la tête de ce cartel, le cartel des soleils, de Los Soles. Là. Et finalement, ils ont envoyé des groupes de porte-avions. On n'en a pas beaucoup parlé à Radio-Québec. Ils ont envoyé des groupes de porte-avions. Ils ont tiré sur une couple de bateaux de narcotrafiquants. Et après avoir... c'est la méthode Trump, généralement. Et là, rappelez-vous comment il a géré la crise avec la Corée du Nord. C'était exactement ça. C'était genre, ils ont envoyé des porte-avions. Hein, ils ont commencé à... Ils ont joué au dur. Et là, Trump prêt à dialoguer avec Maduro. Ah, tiens, Trump prêt à dialoguer avec Maduro. Ça nous rappelle... Et là, Trump spoke by phone last week with Maduro. Trump a parlé au téléphone la semaine dernière avec Maduro. Trump et Maduro se sont entretenus la semaine dernière, rapporte le New York Times. Trump et le président vénézuélien ont discuté par téléphone d'une possible rencontre selon un rapport. Et ce matin, Trump qui annonçait la fermeture de l'espace aérien vénézuélien, ce matin ou hier, 29 novembre, c'était hier. Toutes les compagnies aériennes, pilotes, trafiquants de drogue, trafiquants d'êtres humains, etc., veuillez considérer l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela totalement fermé. Et donc, les gens se posent la question, est-ce que Trump va attaquer le Venezuela? La réponse, c'est non. Le plus loin qu'il va aller, c'est ce qu'il a fait en Syrie ou en Iran, c'est-à-dire une frappe sans conséquence. Peut-être une frappe sans conséquence, comme en Syrie, comme en appelant à l'avance, avec les téléphones rouges. Là, il a parlé au téléphone à Maduro. Fait que les communications ne sont pas rompues, mais en disant, genre, on va frapper tel aéroport militaire, retirer vos avions, et puis là, tu montres un petit peu les dégâts, et puis c'est comme pour jouer au dur, et puis montrer de la négociation, et puis... Mais ça ira pas plus loin que ça. Il n'y aura pas de troupes au sol, il n'y aura pas de guerre aérienne d'envergure, etc., etc. Donc, ça répond à la question ici. Est-ce que les États-Unis vont-ils attaquer le Venezuela et pourquoi Donald Trump souhaite-t-il la démission de Nicolas Maduro? On va continuer à suivre le dossier. Si vous voulez suivre ça de près, il y a le spécialiste du dossier ici, c'est Antoine Bachelin-Sénat, notre ami Antoine Bachelin-Sénat qu'on a reçu à Radio-Québec. Il suit tout ce qui se passe en Amérique du Sud de très près. Il a écrit des livres et participé à plusieurs podcasts sur la question. Donc, sur Twitter, c'est Antoine Bachelin, @Antoine Bachelin, si vous voulez des updates là-dessus. Voilà. Voilà, donc c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Je voulais juste, il y avait d'autres choses. Il y avait Flynn aussi, mais je pense qu'on peut laisser. Il y avait, quand je disais que toutes les politiques qui ont été initiées en 2018 commencent à porter fruit maintenant, que c'est planifié de longue date, les gens disent, il n'y a pas de plan. Trump est un clown, Alexis. Ton héros Trump n'est qu'un clown. Alors que tout ça a été planifié sur des années. Sur des années. Qu'est-ce qui est possible de faire dans un premier mandat? Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'entre-deux, dans le deuxième mandat? Le deuxième mandat Trump-Biden, on pourrait l'appeler, et qu'est-ce qu'on peut faire dans le troisième mandat? Et vous avez ça comme qui s'est déroulé de façon magistrale. Lorsqu'il initie les politiques, il y a les médias qui tirent
leurs munitions, leurs fiels qui dépensent des munitions, etc. Puis après ça, ils augmentent un peu, ils continuent à tirer, puis à dépenser leur salive et des munitions, puis éventuellement, ça ne sert plus. Quand les vrais politiques arrivent, ils ont tout épuisé leurs munitions et Trump a essentiellement le champ libre pour attaquer, pour mettre en place ses politiques. Et ici, il y a Kirill Dmitriev qui a republié encore une fois du Q. Kirill Dmitriev, hein, l'envoyé de Poutine pour l'Occident, on pourrait dire. Il y a un rôle très, très informel. C'est l'envoyé de Poutine pour les affaires économiques ou quelque chose comme ça. Mais finalement, il est beaucoup plus que ça. C'est un rôle informel. C'est comme une interface avec l'administration Trump et l'Occident. Il y a un rôle comme bien différent que celui d'ambassadeur, par exemple, à Washington. C'est comme beaucoup plus de liberté. Ouais. Mais c'est ça. Tu vois ici, Q+, et Trust the Plan. Donc, Kirill Dmitriev qui est encore une fois sur le logiciel Q et faites confiance au plan. Parce que ce que j'ai montré ici dans ce web journal, c'est qu'il y a une pensée à long terme chez Trump qui s'articule, dont les fondements ont été placés en 2018 essentiellement et qui n'a cessé de se développer depuis et puis qui commence à porter des fruits maintenant. Donc, c'est un plan à long terme. Encore une fois, Trump pensait le comte de Monte Cristo, c'est toujours la pensée à long terme. Il faut être patient, c'est fatigant. Et puis, quand on est habitué, et la génération qui est habituée à jouer à des jeux vidéo puis d'avoir leur gratification instantanée, c'est difficile de suivre Trump. Mais Trump vient d'une génération un petit peu plus, tu sais, c'est les années 20, là, c'est les années 30. C'est une autre génération, les années 40. Et donc, trust the plan, parce qu'il semble effectivement qu'il y ait un plan. Hein? Tout ça se déroule, il semble effectivement qu'il y ait un plan. Et ici, donc, en ce qui concerne Mike Flynn, il y a des posts très intéressants. Souvent, il faut suivre Mike Flynn parce que il va relayer ou faire passer, il va soit faire passer des messages ou relayer, amplifier des points importants de l'administration Trump. Donc, vous voyez ici, il demande la démission de Zelensky. Mike Flynn demande la démission de Zelensky. Et là, Zelensky qui est dans l'eau chaude, qui a finalement renvoyé son associé Yermak, qui était pris dans le scandale de corruption. Et là, c'est les personnes autour de Zelensky, parce qu'il se retrouve isolé, il se retrouve avec les personnes qui étaient ses plus proches collaborateurs ont fui, et donc son pouvoir est très instable. Hein? Il a aussi demandé, comme je le disais en début de Web Journal, la fermeture de la CIA après l'information à l'effet que le tireur de Washington faisait partie d'une unité zéro de la CIA en Afghanistan, et donc que John Brennan est derrière une tentative de révolution colorée, que ça, il a même dit dans des podcasts que ça, c'était le début d'une révolution colorée. Mais si on connaît un peu les révolutions colorées, c'est une exagération, parce que les révolutions colorées, ça ne fonctionne pas comme ça avec un tireur, tu sais, un lone shooter. C'est pas comme ça que ça commence, les révolutions colorées. C'est des mouvements populaires de grande envergure. C'est plus ce qu'on a vu, comme par exemple le 6 janvier, quand ils ont tenté de faire passer ça sur Trump. Ça, c'est une révolution colorée inversée. Il a parlé dans un podcast de l'origine, essentiellement ce que Bernard Lachance disait avec moi ici à Radio-Québec en 2020, c'est-à-dire que le VIH est un virus qui a été créé en laboratoire. C'est pas un virus d'origine naturelle, c'est un virus, la maladie de Lyme aussi, et il en mentionne d'autres, et il dit que l'AZT a tué plus de personnes que le virus lui-même. Je vous montre un petit extrait de ça. Et il y a ça aussi, finalement, vous voyez, il dit ici... Ah oui, écoutons, je vais revenir, je vais finir avec celui-là ici. Écoutons ce qu'il a à dire sur le VIH. C'est super important. Le gars était le chef de l'intelligence militaire de l'armée américaine. Il vous dit que le VIH est un virus fabriqué en laboratoire. And I think if you really dug deep into the whole AIDS virus, the virus of it, that you would find that it was probably like we learned with COVID and monkeypox, right? Monkeypox. The M-pox, the key word, I think, for all of these is manufactured, and manufactured for a specific reason, and in our case, all by the United States of America, all by the United States government. And so AZT, as he said, and I know the total numbers of it's probably well north of that were killed by taking a drug that was known at the time that was going to actually have that kind of an effect. And so then they created these buyers clubs, and he talks about the buyers club. It's just really a black market. When you think about COVID, we almost had to have
to get ivermectin was like having to go on the black market, even though ivermectin, won a health prize, a health Nobel Prize years ago. I mean, the insanity that we are faced with when we talk about people in our... Fabriqué en laboratoire. Et là, donc c'est ça ici, Kirill Dmitriev qui trust the plan. Il y a, effectivement, des gens qui disaient « Ah, il n'y a pas de plan, etc. » dans les commentaires, bande de crétins. Si tu vois pas que ça s'articule depuis 2018, là, genre... OK. Et donc, et rappelez-vous, la semaine dernière, je vous disais, je parlais de gaslighting. On va terminer avec ça. Je parlais de gaslighting, de Marjorie Taylor Greene, qui avait fait une apparition choc dans sa lettre, dans son discours de démission, qui disait « There is no plan to save the world. » Il n'y a pas de « There is no 5D chess. » Elle disait qu'il n'y a pas de plan, qu'il n'y a pas de... Donald Trump est un homme erratique qui fait un peu n'importe quoi. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de vision d'ensemble, il n'a rien compris, il se fait toujours avoir. Il n'y a pas de plan, il est brouillon, c'est un clown. Et donc, elle disait finalement qu'il n'y avait pas de plan. Et là, Mike Flynn, le lendemain, a répété exactement, j'ai parlé de ça, puis Mike Flynn répète exactement la même chose. Il répond ici à quelqu'un, regarde, un black pill. Il répond à un black pill, tu vois. Et donc, c'est important parce que, regardez ça ici. Donc, le gars, il dit ici, à quel point on essaye, on arrête de dire que Trump fait du 5D chess, là, que Trump garde ses ennemis près de lui. Tu sais, c'est toujours garde tes amis près, mais tes ennemis encore plus près. Tes ennemis. Puis là, il dit genre à quel point on arrête de dire des âneries comme ça et finalement d'admettre que les ennemis sont finalement juste tes amis, point. Tu sais, puis là, il montre des photos avec Bill Gates, avec Mamdani, avec Zuckerberg, avec Bourla, etc. C'était tellement black pill comme commentaire. Ça, tu sais, Trump essaie, il dit le contraire de ce qu'on dit à Radio-Québec. Trump n'essaie pas de jouer, comme on dit, là, de mettre certaines personnes en lumière et de contrôler les personnes. Et c'est juste les amis de Trump, point. Trump est un corrompu. Là. Trump est un milliardaire corrompu comme tout le monde. Et là, Mike Flynn qui répond « There is no 5D chess. » Il n'y a pas de partie d'échecs en 5 dimensions. There's no 5D chess being played. Everyone needs to understand that what you see is what you get. Ce que tu vois, c'est... Et il répond donc au Black Pill en lui donnant raison. Il n'y a pas de jeu d'échecs en 5D. Tout le monde doit comprendre cela. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez avec Donald Trump. Donc, il confirme le Black Pill. Vous comprenez? Quand le Black Pill dit Trump est ami avec des milliardaires, avec Bourla, de Pfizer et Zuckerberg, etc., Trump est une pourriture. Et là, Flynn qui vient de confirmer ça, il dit oui, il n'y a pas de jeu à 5D. What you see is what you get. Ce que tu vois, ben, c'est ce que tu as. Là. Donc, il confirme. Et là... Ça, c'est du gaslighting. C'est ce qu'on appelle du gaslighting. C'est exactement ce que Marjorie Taylor Greene a fait. C'est continue à croire tes trucs, là, genre, parce que c'est seulement comme ça que ça peut fonctionner. Je l'expliquais la semaine dernière, ça peut seulement fonctionner s'il y a une partie de la population complètement tarée qui n'est pas capable de voir. Ça peut seulement fonctionner comme ça. J'expliquais comme, je disais, comment ça se fait, Alexis? Les gens me posent la question, comment ça se fait, Alexis, que le camp d'en face ne voit pas le plan? T'expliques le plan, comment ça fait que les autres ne le voient pas puis ils se font toujours avoir. Ben, pour qu'ils continuent à se faire avoir, il faut que Mike Flynn et Marjorie Taylor Greene fassent des sorties comme ça. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de jeu d'échecs à 3 en 5D, etc. Continuez à dormir. These are not the droids you're looking for. Si on y pense correctement, si Mike Flynn avait effectivement écrit ça et pensait ce qu'il a écrit, il est en train d'incriminer Donald Trump. Mais on sait que c'est pas ça. Ouais. Juste pour montrer l'ironie de tout ça. There's no... Surtout en répondant ça à un Black Pill, c'était magistral. Mais moi, je fais plus confiance à Kirill Dmitriev que Mike Flynn. Trust the plan. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'on avait autre chose? Non, je pense qu'on avait, c'est tout, c'est pas mal tout. Ah oui, c'est ça, il y avait les Somaliens, Trump la nouvelle que Trump avait suspendu le statut de protection des Somaliens. Il y en a plein qui vont se faire déporter. Là. President Trump about Somalis living in Minnesota. Tonight, the president posted on Truth Social, quote, I am, as president of the United States, hereby terminating, effective immediately,
the temporary protected status for Somalis in Minnesota. Somali gangs are terrorizing the people of that great state, and billions of dollars are missing. Send them back to where... Envoyez-les d'où ils sont arrivés, en Somalie. Il y a de la fraude, il y a des crimes, il y a comme toutes sortes de trucs comme ça. Et donc, c'est ce que Keir Starmer aurait dû faire en Angleterre. Mais là, maintenant, ils ont été mis sous surveillance. Voilà. À cause de la politique du département d'État américain. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On remercie ceux qui nous ont fait, ceux qui nous font vivre de semaine en semaine, produire des web journaux qu'on espère de la meilleure qualité possible. Et donc, il y a différentes façons de nous aider. Encore une fois, il y a comme par la poste, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32 017 Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5, par Interac, par carte. Ici. Bitcoin, PayPal, ici. Voilà, c'est ça, c'est des façons de nous aider. Quoi d'autre? C'est ça, je pensais que c'était important. Je pense que c'est un changement, on est en train de vivre un changement d'époque, tant sur plein de sujets. L'immigration, le changement, la volte-face du département d'État sur l'immigration, le changement de politique, c'est à peu près aussi important que lorsque RFK est arrivé au ministère de la Santé, il a commencé à changer les trucs, comme la cédule des vaccins, a sorti des trucs sur le Tylenol, l'autisme, etc. C'est comme révolutionnaire comme ça, et donc dans tous les domaines. Et donc, qui peut continuer à affirmer, là, je termine là-dessus, qui peut continuer à affirmer que Donald Trump est contrôlé par les mondialistes? Alors que tous les traités ridicules, le climat, les trucs LGBTQ, l'immigration de masse sont littéralement renversés et on retourne à des politiques plus pérennes, et en plus de tous les efforts visant à augmenter la liberté d'expression des citoyens. Je ne sais pas où les gens qui continuent à affirmer que Trump est contrôlé par les sionistes et ou contrôlé par les mondialistes prennent leurs informations. Clairement, ils ne suivent pas ça de près. Et ils ne font que dans les unes tape à l'œil des médias mainstream. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et je me demande imaginez si on n'était pas là. Moi, ça fait littéralement 8 ans que je passe mon temps à rectifier les faits. Une espèce de vidéo montage où est-ce qu'on voit Trump, là, genre, en toge. Et puis là, c'est comme Trump, franc-maçon, 33e degré. Non. C'est l'université Gordon Brown, Gordon quelque chose en Écosse qui lui donne un doctorat honorifique. On dirait que je passe une partie de ma semaine à rectifier les faits. Puis c'est comme, je ne sais pas qu'est-ce que Je ne sais pas qu'est-ce qui se serait passé dans le monde francophone si on n'avait pas passé 8 ans à rectifier les frais. Ben oui, Kaki 2002, Cossette parle des musulmans en disant qu'ils ont un faible QI, et c'est pas tous les musulmans qui ont un faible QI, ça n'a pas rien à voir avec la pratique de l'islam, mais ça a rapport avec certains pays en particulier. Il y a certains pays où le QI, où il y a beaucoup de consanguinité. Tu veux poser la question? Il y a des pays où il y a beaucoup de consanguinité, où est-ce qu'on marie sa première cousine, là, et beaucoup oui, où le quotient intellectuel... et tu as juste à regarder la façon dont le pays est organisé. Tu regardes gestion des déchets ou l'eau potable ou genre la corruption, ce genre de trucs-là, tu vois que c'est des pays qui s'organisent mal, qui ont un très faible QI. Puis après ça, tu vas dans des pays d'Asie comme la Corée, qui sont partis de rien il y a comme 50 ans, c'était comme rural, puis là, maintenant ils sont rendus puis tu dis, ouais, ben, on a juste à regarder les résultats. On n'a pas besoin j'ai même pas besoin de sortir les cartes mondiales avec les QI. Là. Il y a des cartes mondiales où est-ce qu'ils montrent le QI par pays dans chaque. On n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de regarder l'organisation du pays. Comment un pays est organisé. Par exemple, je pense qu'en Indonésie, il y a beaucoup de. Le pays est à majorité musulmane, puis je pense pas qu'ils ont un faible QI en Indonésie. Donc, c'est pas nécessairement la pratique de l'islam en tant que telle, c'est des pratiques... ça dépend des pratiques sociales, culturelles des pays en particulier. OK? On va te bannir après avoir répondu à ta question. Forever. Allez, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On se donne rendez-vous... si ce n'est pas cette semaine, la fin de semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang!